Et on parle donc plus-value immobilière et possibilité d'exonération, les deux mots qui mettent déjà l'eau à la bouche. Bonjour Laurent Saillard. Bonjour Aude. Journaliste au magazine Le Revenu. Alors Laurent, on est en plein dans un retournement de marché immobilier. La question des taxations de la plus-value immobilière peut freiner les décisions de vendre, mais ça revient dans le débat. Oui, alors d'abord, oui, retournement du marché immobilier, oui, dans tous les segments, hein, aussi bien dans le résidentiel que dans le professionnel, dans l'ancien, dans le neuf, avec cette violente remontée des taux d'intérêt. Donc des transactions en baisse, des prix qui reculent, et un moment où en fait finalement on peut se dire c'est peut-être aussi le moment de vendre si on a acquis des plus-values depuis un certain temps. Alors, spontanément, quand on pense à ça, on se dit, dans le cas de la résidence principale, c'est intéressant puisqu'il n'y aura pas de taxation sur les plus-values, aucune. Il y a un deuxième cas de figure où il faut être patient, ou en tout cas il faut avoir détenu le bien depuis longtemps, c'est la résidence secondaire, ou dans tout bien d'ordre secondaire. Alors, jusqu'en 2011 inclus, en fait, c'était une règle finalement assez simple, c'était 15 ans. Il fallait avoir détenu le bien pendant 15 ans pour être exonéré de toute taxation. Depuis 2012, c'est un peu plus compliqué, puisqu'en gros, il faut 30 ans si on veut vraiment être totalement exonéré. Hein. C'est 22 ans sur l'impôt sur le revenu et 30 ans pour les prélèvements sociaux. Alors, comme vous le disiez, effectivement, ça peut être un frein. Ça peut être un frein à la décision de vendre. Et dans le débat parlementaire sur la loi de finances 2024, il y a eu quelques propositions justement pour essayer de fluidifier un petit peu le marché immobilier qui effectivement est en panne en ce moment, avec un fort ralentissement des transactions et puis donc des signes assez tangibles sur les baisses de prix. Alors pour le moment, ces propositions n'ont pas abouti, elles n'ont pas été retenues, mais on va attendre la version définitive du texte. Et en tout cas, l'idée c'était de dire, de proposer que lorsqu'on vend un bien qui n'est pas la résidence principale, mais si, avec des conditions, c'est-à-dire s'il est destiné à devenir la résidence principale de quelqu'un d'autre, donc de l'acquéreur, on puisse avoir un allègement ou on puisse se rapprocher de la fiscalité sur les plus-values de la résidence principale. Alors, c'est un projet, on va dire, qui n'a pas abouti au moment où on parle, mais bon, tout est possible, on va attendre effectivement la suite des débats, mais en tout cas, ça permettrait effectivement de donner un petit coup de pouce éventuel au marché. Voilà, ça on aura peut-être l'occasion d'en revenir si ça revient. Mais est-ce qu'il n'y a pas déjà une autre possibilité qui existe déjà? Alors, en fait, c'est effectivement, il y a une possibilité en réalité qui est très très méconnue, qui dérive, en fait, qui vient de la loi de finances de 2012, qui avait eu un correctif, en fait, et effectivement, elle est très méconnue. C'est qu'en réalité, ce cas de figure qui a été évoqué, donc, notamment par le député Lavarde, enfin, quelques membres de ses propositions, c'est que, en fait, depuis 2012, si vous êtes détenteur d'un bien donc, qui n'a pas d'usage de résidence principale, mais dans certaines conditions, vous pouvez obtenir un allègement en fait, de la taxation, voire une exonération totale, si vous affectez le produit de cette vente à justement l'acquisition d'une résidence principale. C'est-à-dire dans le cas de figure où vous n'êtes pas détenteur, pas propriétaire de votre résidence principale, mais vous avez un autre bien que vous pouvez vendre, et bien en fait, dans ce cas-là, il y a des cas où c'est possible. Mais alors, qui peut bénéficier de ce régime de faveur? Alors, effectivement, il y a quand même des conditions et c'est quand même un peu particulier. Mais en fait, alors, la première condition, c'est qu'il faut que la personne n'ait pas été détentrice de sa résidence principale pendant les 4 années qui vont précéder la cession qu'elle va faire de cet autre bien, hein, qui n'est pas sa résidence, la résidence secondaire, d'une résidence secondaire. Bon, donc, c'est déjà la première condition, c'est 4 ans. Et pendant ces 4 ans, il ne faut pas que ce contribuable est occupé d'une manière ou une autre un bien qui aurait été donc un logement à titre de résidence principale. Autrement dit, bon, le cas de figure le plus simple, c'est vous êtes locataire et c'est votre résidence principale, vous avez une résidence secondaire, on est vraiment dans ce cas de figure, c'est-à-dire que vous allez donc quitter votre location et aller vous installer dans cette résidence secondaire, ou en tout cas changer de statut. Ça, c'est un cas de figure en fait qui était, vous voyez, un peu particulier, mais qui a aussi un autre intérêt, outre la condition des 4 ans, c'est qu'elle ne s'applique pas uniquement au niveau du foyer. Alors vous allez me dire, c'est un peu pas particulier, mais c'est toujours amusant dans ce genre de cas. Imaginons un couple marié, en fait la résidence principale où ils vivent appartient à monsieur en bien propre. Madame en fait un autre bien
qui a donc le statut de résidence secondaire, il décide d'aller s'installer ou il décide d'aller s'installer dans l'autre bien qui va être et il va y avoir une cession. Et ben c'est un cas de figure où en fait, même s'ils sont dans le même foyer fiscal, on va pas être privé, on va dire, le couple ne va pas être privé du fait que monsieur était propriétaire de la résidence en bien propre. C'est un petit peu pointu, mais enfin c'est quand même une souplesse qui est apportée par cette disposition et qui est effectivement assez peu connue. Et alors, par exemple, quelles sont les plus-values qui sont couvertes par l'exonération ? Alors, en fait, bon là, il faut vraiment qu'on soit dans l'univers du logement. Hein. On est bien d'accord, on parle de plus-value immobilière uniquement sur du résidentiel. Hein. C'est-à-dire qu'on exclut là de notre conversation tout ce qui est immobilier d'entreprise, bien détenu à travers une SCI, etc. Il faut vraiment que ce soit de la détention directe et de la résidence principale ou secondaire détenue en direct. Et alors là où c'est effectivement il y a quand même des conditions, c'est que cette exonération dont je vous parle, elle ne peut arriver qu'une fois. Hein, c'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez utiliser cette possibilité, mais vous pouvez le faire seulement une fois depuis le 1er janvier 2012. Mais elle reste toujours ouverte pour le moment. Voilà. Donc il faut bien la choisir, effectivement. Quelles obligations pour le contribuable ? Alors, il y a quand même effectivement des petites particularités. Alors, il faut donc que cette cession qui serait exonérée, elle soit bien réemployée dans les 24 mois, ce qui est un délai finalement assez raisonnable, hein, donc, que la cession soit réutilisée donc, pour l'acquisition ou la construction, d'ailleurs je ne l'ai pas mentionné, mais ça peut être aussi la construction d'une résidence principale. Donc là, il y a cette contrainte, on va dire, dans les dates. Et là, par contre, il faut vraiment que ce soit effectivement, comme je le disais, hein, une acquisition en direct, en pleine propriété. Donc on exclut tous les cas de figure avec SCI ou avec démembrement de propriété, etc. C'est quand même uniquement dans ce cas précis. Pleine propriété, acquisition en direct. Est-ce qu'il y a des cas particuliers ? Eh oui, alors Aude, oui, ce serait pas assez drôle. La fiscalité française est toujours riche de particularités et de cas particuliers. Alors, il y en a une effectivement. En fait, c'est parce que lorsque je vous raconte cette histoire, on se dit bon, alors on est locataire, on a une résidence secondaire qu'on peut vendre et dans laquelle on pourrait s'installer à titre de résidence principale. Et on imagine le schéma en se disant ben on le fait dans cet ordre-là. Alors en fait, curieusement, les textes ont prévu la possibilité inverse, c'est-à-dire que vous mettez en vente la résidence secondaire, mais vous ne quittez pas encore votre résidence principale. Et en fait, en réalité, ça correspond assez bien d'ailleurs à la situation qu'on vit actuellement sur le marché. Alors dans ce cas précis, en fait, donc il faut que la mise en vente du logement secondaire a quand même été bien faite, hein, même si vous n'avez pas encore acquis donc, la résidence principale. Et il faut que la cession de ce logement se fasse dans un délai raisonnable. Donc là, c'est 1 an. Hein, ça veut dire qu'il y a 1 an de tolérance, mais bon, ça ne marchera pas au-delà. Et comment fonctionne l'avantage fiscal ? Alors oui, effectivement, il faut bien comprendre que cette exonération, elle va porter en fait sur, on va dire, pas forcément sur la totalité du bien que vous vendez. Imaginons que vous allez dans une résidence principale qui vaut moins que le bien que vous allez vendre. En fait, vous allez être exonéré uniquement sur la fraction. Alors, imaginons que par exemple, cette nouvelle résidence principale représente 70% du bien que vous vendez. Vous ne bénéficierez de cette exonération que sur 70% de ce que vous vendez. Voilà, ça paraît assez cohérent, mais enfin, c'est mieux de le savoir. Et on termine avec vous, Laurent, sur la une du Revenu Hebdo cette semaine. Vous nous parlez de Toussaint et de protection de la famille. C'est pas très gai, mais c'est nécessaire. Oui, alors c'est pas très gai parce que c'est la fête des morts le 1er et le 2 novembre. Donc on profite de l'occasion pour revenir un petit peu quand même sur tous les conseils, tout ce qu'il faut faire en fait pour préparer justement l'imprévu et donc les quelques règles de base. On revient aussi sur quelques sociétés clés en ce moment, notamment la Société Générale, Pernod Ricard, et puis Orange aussi, qui a progressé depuis le dernier conseil d'achat que nous avions donné, tout en rappelant aussi cet environnement de marché très troublé par notamment l'environnement international et géopolitique. Voilà, tout ça dans le Revenu Hebdo qui sort aujourd'hui. Donc à lire à partir d'aujourd'hui. Merci beaucoup Laurent Saillard, journaliste, donc le Revenu Hebdo. Merci beaucoup. Merci.